Cette émission est sponsorisée par les Montes-Escaliers Blabla. Ce dimanche en Formule 1, Ferrari vit à la hauteur des attentes. Une palpitante guerre dans le peloton continue de chambouler le championnat constructeur. Les médias se préparent à décevoir de nombreux lecteurs insouciants lorsqu'ils se rendront compte qu'il va rien se passer sur le marché des transferts. Et après l'incroyable constance de son équipier, un vétéran du plateau prend un autre coup de vieux en passant le week-end à se plaindre de douleurs de dos. Mais ne vous moquez pas. Papy Lewis a une bonne excuse pour râler ce dimanche à cause d'une Mercedes marsouinant plus que la courbe de progression de Yuki Tsunoda. Si le consensus général autour de cette conséquence de l'effet de sol hybride était de dire que c'était assez absurde pour en rire et qu'on pouvait fermer les yeux sur le ridicule de voir une F1 trembler de la sorte en ligne droite, les pilotes ont rappelé qu'un dos humain, des cervicales et tout le reste ne sont pas conçus pour subir de tels chocs et de telles secousses de manière aussi répétée. Ceux qui ne parviennent pas à trouver le compromis nécessaire de performance pour éliminer cette conséquence demandent à la FIA d'intervenir, et ceux qui ont réussi à pallier à ce problème leur répondent qu'ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. Quant à moi, je suis partagé entre mon inquiétude pour ces héros du dimanche, ainsi que pour Stroll et Latifi, mais aussi partagé par le désir malsain de voir les absurdités qui découleront des tentatives pour résoudre cette situation. Mais hélas pour moi, il semble que la FIA soit prête à collaborer avec les équipes, même si j'ai hâte de voir les luttes qu'il y aura entre des Red Bull et Alfa Romeo qui n'ont plus du tout ce problème, et des Ferrari ou Mercedes qui semblent souffrir encore de marsouinage. Je parlais aussi de drama à venir, mais cette fois dans les espaces de discussion textuelle de l'internet quant à l'évolution du marché des transferts pour 2023. En galère, Ricciardo est déjà expulsé dans l'esprit de beaucoup de passionnés, ouvrant la porte à des Piastri, Howard ou Herta, mais principalement à du Gasly qui a découvert, après Monaco, que le baquet Red Bull qu'il convoite pour 2024 sera occupé par Sergio Pérez. Mais peut-être serait-il sage de venir faire ces rappels aux journalistes qui viennent poser ces questions à chaque début de week-end aux pilotes intéressés que Ricciardo et Gasly sont contractés pour 2023 dans leurs équipes respectives, se justifiant à coups de « Oh mais un contrat c'est fait pour être cassé !» oubliant qu'il s'avère que techniquement, c'est l'exact inverse. Un contrat, c'est fait pour forcer ces parties à honorer ce qu'il y a marqué dedans. Et si l'une des deux parties désire rompre le contrat, il faut le faire en soudoyant suffisamment l'autre partie pour qu'elle accepte. Par exemple, l'habituel contrat qui lie Charles Leclerc à la pole position et à la poisse semble impossible à briser cette saison. Vas-y, mate-moi cette transition de boss. Pendant que son coéquipier continuait à rater son ultime tour de Q3 et que les Red Bull ont eu des tentatives brouillonnes, tant par la faute des pilotes que de la mécanique, le monégasque a été à nouveau parfait. Mais le départ est plus compliqué, Leclerc patine, pendant que Sergio Pérez s'envole brillamment depuis le côté sale de la piste et prend la tête. Le monégasque bloque sa roue avant en tentant un freinage plus tardif, le condamnant à rester derrière le Mexicain, mais il parvient malgré tout à retenir Maximus Verstappen-Icius en 3e position derrière. Pérez parvenait rapidement à creuser un écart de 2 secondes, les écarts se stabilisent avec Leclerc qui continue de résister à Verstappen, mais c'est au 10e tour que survient le premier coup de théâtre avec l'abandon de Sainz qui provoque une voiture de sécurité virtuelle. À cause d'un problème de communication avec son stand, le meneur de l'épreuve n'en profite pas pour changer ses gommes et c'est Leclerc, profitant de l'occasion, qui plonge dans la voie des stands pendant que Verstappen, qui avait la consigne de faire l'inverse de Leclerc, est resté en piste. Avec une voiture de sécurité virtuelle, beaucoup de temps est gagné lors de la phase des arrêts au stand, mais cela n'empêche pas Verstappen de remonter dangereusement sur Pérez, au point de mettre totalement en danger le Mexicain et de le dépasser très facilement au 15e tour. Les Red Bull ont perdu la position face à Leclerc en passant au stand, mais l'équipe autrichienne est clairement restée dans l'optique de ne faire qu'un seul arrêt, là où Ferrari semble condamner Leclerc à faire un second arrêt plus tard en fin de course en ayant voulu profiter de la voiture de sécurité virtuelle. Mais nous n'aurons jamais le fin mot de cette lutte prometteuse, car pour la 2e fois en 3 courses, le Power Unit Ferrari lâche, et ce sera une hécatombe Ferrari avec Joe et Magnussen qui abandonneront aussi à leur tour. Mais une abondance de stratégie à un seul arrêt dans le peloton, dont la majorité s'était arrêtée lors de cette première voiture de sécurité virtuelle, laisse entrevoir la belle lutte
que la fiabilité des rouges nous a retirés. Red Bull prend un nouveau doublé, Russell massacre de régularité au point d'être plus proche de la 3e place de Leclerc que de la 5e de Sainz, et avant de décomposer le week-end de chaque pilote, soulignons les records de ce week-end, avec Leclerc qui devient le 3e meilleur poleman de Ferrari à égalité avec Massa et derrière Schumacher et Lauda, et Verstappen qui vient égaler les 25 victoires de ce même Lauda et du gigantesque Jim Clark. Pérez est un pilote rapide à Bakou, il détient le record de podium là-bas, il a été incroyable en qualification, à effleurer les murs avec insolence, même si bon ça lui a coûté un peu de temps lorsqu'il a trop attaqué à l'intérieur du virage 5, mais depuis la première ligne et du côté sale de la piste, il a pris un excellent envol et mené le début de course jusqu'à ce qu'il perde tout son rythme avec ses pneus usés, pour que Verstappen après le rattrape et le laisse clouer sur place. On sait que Pérez c'est pourtant un excellent gestionnaire pour ses gommes, donc qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Eh bien il faut un peu se replonger dans le style de pilotage de Checo qui fait qu'il marche si bien là-bas, c'est que c'est un pro de l'accélération, c'est peut-être même un des meilleurs, sinon le meilleur du plateau, parce qu'il sait toujours quand mettre son pied sur l'accélérateur à la bonne intensité pour avoir une traction optimale sans faire patiner les roues arrière et sans compromettre son accélération. Ce qui est donc parfait sur ce type de tracé à angle droit et à très longue ligne droite qui dépend beaucoup des roues arrière. Et ce dimanche, avec une température de piste 10 degrés plus élevée que ce qu'on avait la veille en qualif, avec le plein d'essence, les pneus médiums en début de course, on peut penser qu'il a eu tendance à mettre trop d'énergie dans ses pneumatiques arrière justement, par ce style de pilotage habituellement si économe, mais en début de course ça s'est un petit peu retourné contre lui et un petit peu contribué à la surchauffe puis la dégradation des gommes, et ce qui l'a donc rendu très vulnérable face à Verstappen. Il perdait énormément de temps, alors que du côté de Verstappen, lui, il était direct dans le rythme, et je continue du coup de revenir un petit peu sur ce que je pensais en début de saison, c'est à quel point je pense que chez Red Bull, on sait très très bien préparer son dimanche, contrairement à Ferrari qui de toute évidence réussit très très bien ses samedis. Alors de manière générale, Verstappen et Perez ont toujours été des pilotes qui brillaient plus le dimanche que le samedi, parce que ce sont des pilotes qui savent très bien gérer leur Grand Prix, qui savent très bien gérer leur pneumatique, tout ça, mais là ça s'est vraiment ressenti encore une fois ce dimanche, et Verstappen plus particulièrement face à Perez pour le coup. Maximus est en train de s'envoler au championnat, il fait un excellent boulot depuis le début de saison, et Perez, même si comme on le sent depuis ce début de saison, est vraiment pas loin, Verstappen reste quand même le gros boss en interne, mais je suis persuadé qu'avoir Perez à ses côtés qui arrive à le taquiner régulièrement, ça le pousse un petit peu aussi à s'améliorer de son côté, ce qui doit contribuer à l'atmosphère de travail très très saine qui est actuellement en interne. Alors que chez Ferrari, force est de constater que c'est toujours Leclerc qui semble tirer un petit peu la charrette, qui continue à démontrer à quel point il est si bon pour préparer son dernier tour de Q3. On sent qu'il construit sa qualification un peu au fur et à mesure, et quand vient le dernier moment, la dernière tentative, il est parfait la plupart du temps. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ce sont des tours propres, ce sont des trajectoires nickel, parfaites, et chez Sainz, c'est un peu l'inverse. Il est très compétitif, mais comme je le soulignais ce week-end pendant les lives, il y a 455 millièmes entre Leclerc et lui, et au premier secteur, là où il se fait vraiment cette très grosse frayeur, il perd 451 millièmes, ce qui veut donc dire que s'il avait pu reproduire à la perfection son premier secteur, il aurait été deuxième sur la grille à 4 millièmes de Leclerc, et peut-être même qu'il aurait pu améliorer un tout petit peu et aller chercher la pole. Donc c'est vraiment ces petits trucs chez Sainz qui continuent à manquer, et en course, Leclerc, on sentait qu'il n'arrivait pas à tenir le rythme des Red Bull, il bataillait un petit peu à tenir Verstappen derrière lui, mais le fait est que Sainz, il était pas du tout là pour aller embêter Verstappen comme Verstappen embêtait Leclerc. Il était un petit peu plus à distance, mais de toute façon, là c'est un fiasco chez Ferrari avec un nouvel abandon pour Sainz. C'est son premier abandon mécanique. Pour Leclerc, c'est le deuxième en 3 courses, comme je le disais, et on n'arrive pas du tout à maximiser ses opportunités, ça devient particulièrement inquiétant. 3e podium de la saison de Russell, ça devient pratiquement une constance, la manière dont il arrive à maximiser ses qualifications et ses grands prix, et pour le comparer un petit peu à Hamilton cette saison,
Il n'y a pas de grandes différences majeures de rythme entre les deux tant en qualif qu'en course, même si la tendance depuis maintenant peut-être une bonne moitié de la saison, c'est que Russell arrive à trouver l'avantage en qualification. Le fait est que c'est pour un tout petit dixième, mais c'est ce tout petit dixième qui fait toute la différence. Parce que la différence, c'est quoi? C'est que en course, Russell part 5e, à savoir que devant lui, il y a 2 top teams qu'il ne pourra pas aller chercher, donc il se prépare davantage à assurer sa position, et que derrière lui, eh ben, c'est Pierre Gasly dans une Alpha Tauri. Et quand on a une Mercedes, et que notre seul rival, c'est une Alpha Tauri, en général, en 2022, on n'est pas trop inquiet. Alors que Hamilton, de son côté, bah lui, ce petit dixième derrière Russell, ça l'a placé derrière Gasly, qu'il n'a pas pu passer au départ. Du coup, clairement, avec Gasly qui avait un rythme inférieur face à Russell, mais suffisamment bon pour rester devant Hamilton, bah Hamilton a perdu pas mal de terrain. Ensuite, lors de la phase des arrêts au stand, et ben il y a Aston Martin qui a réussi à lui passer devant avec Vettel. Vettel lui a rendu la place bien gentiment en sortant de la piste, mais toute cette phase où il s'est retrouvé un petit peu bloqué dans le peloton, fait que après, bah, il a dû aller dépasser d'autres pilotes dans le peloton, et que Russell menait sa vie bien tranquille entre 5e position, enfin voilà, il y a eu les abandons et tout, pour aller récupérer son petit podium, alors que Hamilton, en fin de course, il a dû justement prendre un pari lors de la 2e voiture de sécurité virtuelle pour compromettre sa position face à Tsunoda pour mettre des pneus neufs et tenter d'aller dépasser Gasly, ce qu'il n'arrivait pas à faire en étant sur la même stratégie. Et c'est vraiment une affaire de rien du tout, mais ça fait toute la différence. Alors on sait que ce week-end était vraiment difficile pour Mercedes, tant au niveau de la voiture que pour les pilotes, hein, physiquement. Les secousses que les pilotes doivent ressentir n'aident pas du tout. Cette Mercedes réagit très très mal sur ce type de tracé, sur ce type d'asphalte. Heureusement qu'elle s'en sort très très bien en course, en général sur les longs relais ça reste une très bonne voiture, parce que sans ça je pense que même la course de Lewis aurait pu être plus compliquée. Pour revenir un petit peu du coup sur Pierre Gasly qui enfin semble avoir non seulement une voiture qui marche bien mais en plus un week-end qui va dans son sens. Il a été très bon en qualification, très bon en début de course comme je le disais à tenir Hamilton, où finalement il ne se fait dépasser par Hamilton qu'à la stratégie, et bon je me suis un petit peu fait taper sur les doigts dans mon petit bilan du premier trimestre lorsque je disais que pour moi Gasly faisait un très bon début de saison mais que ça se voyait moins que les saisons précédentes parce que la voiture est pas là. Et bien peut-être que ce week-end où la voiture marchait très bien, on peut un peu mieux comprendre ce que je ressentais. La voiture marchait très bien, ça s'est ressenti également avec Yuki Tsunoda qui a été un petit peu moins chanceux avec ce problème de DRS. Bon là il a fallu le rappeler au stand parce que appel de la direction de course, ils ont sorti le drapeau noir à point orange. J'ai vu beaucoup de monde s'étonner de ce drapeau. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, pourtant c'était il y a pas si longtemps, c'était Japon 2019. Si je dis pas de bêtises, quand Leclerc avait des dégâts suite à sa collision avec Verstappen, on lui avait brandi le drapeau pour lui dire tu fais trop de dégâts en piste, faut que tu rentres tout de suite et c'est trop dangereux. Donc là, c'est ce qu'on a fait pour Tsunoda, il a été obligé de retourner au stand pour réparer le problème et ça lui a un petit peu ruiné son résultat, mais le fait est que il était là, agressif, dans le peloton, il s'est bien amusé. On reste quand même sur un rythme qui est en deçà de Gasly, mais au moins, contrairement à l'an dernier, il a donné l'impression d'exister et c'est ce qu'on veut. Pour faire un petit point chez Aston Martin, parce que là, ils doivent être ravis, Sébastien Vettel qui enregistre du coup le meilleur résultat de la saison de l'équipe, en 7e position, du coup ça fait 6 bons points, et j'ose dire que là c'est du très très bon Seb qu'on a depuis son retour. Encore une fois, on oublie l'Australie parce que c'est un désastre, mais il continue sur sa très très bonne lancée, il semble très très bien à l'aise, enfin peut-être pas à l'aise, mais au moins il arrive à trouver la performance dans ses nouvelles F1, et le seul point noir qu'on peut vraiment mettre sur son week-end, c'est la bête erreur qu'il a fait. Il avait clairement la position à l'extérieur, DRS, au freinage il était nettement devant, mais il a retardé son freinage. Il pensait que Ocon allait tenter un dive bomb à l'intérieur, alors que Ocon, lui, son seul objectif, c'était de perdre le moins de temps possible. Donc Ocon n'a pas du tout résisté et Vettel a inutilement retardé son freinage, mais il nous a offert une sublime pirouette pour se retourner de la sorte, d'une telle rapidité, avec une telle aisance. Ça reste vachement cool à regarder, on va pas se mentir.
Ceci étant dit, tout autant que j'admire son week-end, vous me savez, très tatillon sur le sujet de la sécurité, j'ai envie de mettre une très très grosse tape sur les doigts quand même pour son retour en piste. Alors je sais que dans quelques jours on est au Canada et que Vettel et les pénalités sur les retours en piste dangereux, c'est un sujet qui peut en fâcher quelques-uns, mais quand même, Tsunoda a dû mettre un bon gros coup de frein, Vettel était à sens inverse par rapport à lui quand il revenait en piste. Je pense qu'il faut vraiment... pour moi, c'est un truc que j'aime pas du tout à Bakou, tout autant que je peux apprécier ce que propose le tracé. Ces retours en piste où tu dois revenir en marche arrière ou en étant à l'envers, je trouve ça vraiment très dangereux. Je l'ai mentionné l'an dernier avec Sainz qui a dû se taper une marche arrière quand Giovinazzi revenait. Là, j'en parle pour Vettel et je vais en parler pour le coéquipier de Vettel, pour Lance Stroll. Lui, c'est en Q1, ça a été un désastre. Là, on est au virage 7, si je ne me trompe pas, lorsque Stroll fait un tout droit dans le mur. Pour revenir, il fait sa marche arrière et au même moment, il y a un autre pilote qui arrive juste derrière lui. Je sais que, pour le coup, les pilotes peuvent pas savoir, ils ont des rétroviseurs pourris, ils ont pas une vision parfaite de ce qu'il y a derrière eux, mais il y a un moment, ça peut très mal finir ce genre de truc, même si c'était sous drapeau jaune. J'ai tendance à penser que, faut pas laisser passer ce genre de choses, et qu'il faut vraiment insister auprès des équipes pour qu'elles guident les pilotes dans ces conditions. Et puis, l'autre chose qu'on peut dire sur Stroll, c'est que après cette petite frayeur en Q1, il s'est mis dans le mur, et puis, honnêtement, ça a été un désastre son week-end, sa course était totalement anonyme, y a rien à sauver pour moi ce week-end. J'en dirais pas autant pour le week-end de Fernando Alonso, qui je pense a maximisé son package. Je pense pas qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Il a pu profiter d'une excellente vitesse de pointe de l'Alpine qui a été assez ennuyante pour les McLaren. Je pense que Ocon aussi a été très embêtant pour ses rivaux dans le peloton parce que Ocon était sur une stratégie particulièrement embêtante pour les autres puisqu'il faisait partie de ceux qui partaient en pneus durs. Du coup, son premier relais a fait 32 tours. Il a profité de la voiture de sécurité virtuelle causée par Magnussen pour avoir un arrêt plus ou moins gratuit et remonter de la 12e à la 10e place, et puis ça fait une nouvelle double entrée dans les points pour Alpine qui permet un petit peu de compenser un bon week-end pour McLaren qui termine en 8e et 9e place, un bon week-end qui va bien faire parler parce que je pense que Ricciardo et Norris, là il y a eu du petit concours d'orgueil, c'est un peu plus dans le clan Norris où j'ai l'impression qu'on n'était pas très enclin à jouer le jeu de l'équipe parce qu'en début de course, Norris était bloqué du coup derrière Alonso, Ricciardo qui est en pneus durs avait beaucoup plus de rythme, les pneus durs marchaient très bien le dimanche, et Norris semblait pas très enclin à aider son coéquipier à aller chercher la position, et en fin de course j'ai l'impression que ça s'est retourné contre lui avec l'équipe quand il demandait à ce que Ricciardo lui donne la position pour aller attaquer Alonso. L'écurie n'était pas très coopérative, mais on a vu, l'Alpine était très rapide en ligne droite, la stratégie de Norris relativement conventionnelle, il s'est pas arrêté lors de la première voiture de sécurité virtuelle, on s'est dit chez McLaren que il valait mieux jouer la sécurité et de s'arrêter à peu près aux alentours du 20e tour, ce qu'il a fait pour chausser les pneus durs et aller jusqu'au bout. Pour Ricciardo, comme Ocon, plus chanceux, il partait en pneus durs, bon rythme en début de course, il s'est arrêté au 33e, profitant de la seconde voiture de sécurité virtuelle, et il fait enfin une nouvelle entrée dans les points pour la première fois depuis l'Australie, ça faisait très longtemps. Valtteri Bottas termine à la porte des points, et c'était un week-end, c'est horrible. Je crois qu'on a mentionné un problème inconnu sur la voiture pour justifier son manque de rythme, parce qu'il était loin. D'habitude, c'est Zhou qui se prend des 8 dixièmes en qualif. Là, c'est Bottas qui se faisait mettre de la seconde en qualif par Guan Yu Zhou, et pourtant, Zhou, il était pas mieux qualifié que d'habitude, il était toujours à sa 14e place qu'il a dû le temps. En course, malgré tout, Bottas, il a fait exactement ce qu'il fallait pour espérer récupérer des points s'il y avait eu un abandon de plus. Sa stratégie, c'était aussi pneus durs. Il a profité du coup de la voiture de sécurité virtuelle pour rester dans une position assez avantageuse, mais sa course a dû être horrible. Il a passé tout le dimanche à se faire dépasser par tout le monde. Pour la course de Zhou, je suis vraiment dégoûté pour lui, c'est son 3e abandon mécanique en 4 courses, si je ne dis pas de bêtises. On a eu Miami, on a eu l'Espagne, et maintenant on a l'Azerbaïdjan. Pour moi, il continue de démontrer que, les qualifications sont pas optimales, mais qu'en course, il fait vraiment plaisir à voir, il est agressif, il est rapide, il a l'air bien géré. Maintenant, il faut vraiment que la voiture aille jusqu'au bout du week-end. Chez Williams, on a Alex Albon, du coup, qui termine 12e aussi, il fait
il continue sur sa lancée de j'arrive à m'en sortir tous les week-ends pour terminer dans le top 12 et essayer de profiter un petit peu s'il y a des abandons devant, et peut-être même qu'il aurait pu aller taquiner du point Albon, parce qu'il s'est arrêté pour la deuxième fois au 29e tour, c'est-à-dire 4 tours avant l'entrée de la voiture de sécurité virtuelle numéro 2. S'il avait pu en profiter, peut-être qu'il aurait pu se retrouver un petit peu plus haut. Malgré tout, ça a été un très bon week-end dans l'ensemble. Enfin, je dis très bon week-end parce que en fait, il n'y a pas grand matière à le comparer, parce que Nicolas Latifi, c'est du 8/10 en qualif, alors j'ai pas trop compris son problème sur la grille de départ, il était mal placé, il y a un mécanicien qui a touché la voiture, c'est interdit, voilà, sanction, mais après, enfin, encore une fois, il bloque, je crois que c'était Hamilton, qui l'a bloqué à cause en respectant mal les drapeaux bleus, il l'a déjà un petit peu foutu le chaos en bloquant une Ferrari à Monaco pendant tout un tour, et là il s'est justifié en disant ouais, j'avais un peu bloqué Gasly au mauvais endroit, du coup je voulais pas que Gasly il se retrouve dans la zone de DRS de Hamilton, tout. Mais virez-le, excusez-moi, mais virez-le, c'est quoi un drapeau bleu, c'est pas là pour jouer le rôle d'arbitre. Un drapeau bleu, ça veut dire tu dégages, tu gênes. C'est à ça que ça sert, un drapeau bleu. Ça veut dire tu dégages, tu gênes. Et le mec qui déboule dans les médias en disant qu'il voulait un petit peu rééquilibrer la bataille, qu'il avait déséquilibré, mais t'es pas là pour ça, mon pote. T'es là pour faire la course et désolé, je suis un petit peu familier, Nicolas, tu m'en voudras pas, mais t'es là pour faire la course, t'es pas là pour jouer l'arbitre. Tu as un drapeau bleu, tu laisses passer ou à la première occasion et puis tu bloques pas en fait. Je suis désolé, je m'emporte, mais avec le début de saison désastreux qu'il a, si en plus il se met à être un petit peu débile en piste, ça va pas m'aider à essayer d'être positif à son sujet. Enfin bon. On va parler un petit peu de Mick Schumacher qui termine 14e. Pour Schumacher, c'est un petit peu comme Stroll et Latifi, c'est-à-dire que c'est mauvais en termes de rythme, à la différence que lui, ce week-end, il a pas fait de bêtises, il s'est pas craché. Alors je sais que Schumacher n'a pas roulé en essai libre 1, il a eu des soucis techniques, mais bon voilà, le rythme était quand même très mauvais, mais au moins, il a terminé le week-end sans causer de dégâts, ce qui, c'est au moins un petit peu ce qu'il lui faut, et je crains, j'espère pas que cette phobie du crash puisse venir un petit peu hanter ses week-ends. Pour Magnussen, je suis vraiment triste parce qu'il semblait démontrer un excellent rythme, pas très chanceux en qualification, où il a été du coup bloqué par ce drapeau rouge, ce qui a permis à Bottas d'améliorer et de passer en Q2 pour l'éliminer à sa place. Et le dimanche en course, ça a été très bon, je trouve, avant que, du coup, ce soit le moteur qui ne lâche. Et chez Haas, on doit être en dépression parce que ça fait 2 week-ends de suite que Magnussen semble en position de jouer les points et où la mécanique lâche et Schumacher est pas encore là. Enfin bon, en route pour le Canada, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, j'espère que Montréal va nous rappeler à quel point c'est un très bon circuit et qu'il ne va pas nous rappeler que ces dernières années c'était quand même des courses assez chiantes sur ce tracé. Du coup on se retrouvera ce week-end pour, comme d'habitude, pour vivre tout ça ensemble. Et puis sinon, pour ceux qui sont pas intéressés pour ça, on se retrouvera aussi ce week-end pour un petit peu plus de blablaterie sur un pilote canadien que j'affectionne particulièrement. Un petit pouce bleu peut toujours aider à soutenir la chaîne, et on se fait des gros bisous.